Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 107e Citrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les chers internautes qui nous suivent et tous ceux qui nous entendent aujourd'hui. Bonjour de Damas, Oui, alors effectivement. justement, on Ouais. voulait s'excuser un petit peu pour l'irrégularité de ce Citrep puisqu'on devait le faire il y a un peu plus d'une semaine et puis on n'a pas pu Mm. à cause de problèmes de connexion internet qui peuvent Mhm. arriver comme je pense les internautes peuvent le comprendre. Donc on va parler essentiellement de la Syrie et on va commencer par un premier point. Quelles Mm. sont tes impressions depuis que tu es arrivé à Damas? Écoute, je suis vraiment heureuse d'être à Damas, ça c'est un premier point, et tout le monde me dit qu'il y a beaucoup d'énergie dans ma voix et dans mon sourire aussi. Alors là, vraiment, franchement, je suis heureuse. Je suis arrivée à minuit le soir du 27 juin, donc ça fait presque un mois que je suis là. J'arrive de Beyrouth, bien sûr, par le taxi, et puis je trouve les rues que je traverse à Damas complètement pleines de vie, pleines de lumière, pleines de gens qui sont dans les rues. Les magasins sont ouverts, les sandwichs, les falafels, les shawarma des deux côtés, les glaces, et les gens sont dans les rues, en fait, donc à minuit. Ça m'a changé la vie, j'avoue, arrivant de Paris. La ville qui ne dormait jamais, Paris, et qui est devenue, hélas, une ville fantôme avec les histoires de Corona, qu'on a vécu pendant 1 an et 9 mois, voire même 2 ans. Ça a été vraiment, c'est pour moi une grande tristesse, en fait, cette transformation de la vie dans cette ville. Donc, Damas grouille de vie, grouille de santé, de gens qui sont souriants, qui chantent, qui dansent, qui chantent la victoire, en fait, qui a été vraiment un couronnement de victoire. Je vous rappelle quand même que le président Assad a été réélu à 95,1% des suffrages exprimés qui ont été plus de 78-79%. Et en fait, ce sont des taux qui font verdir de jalousie, je dirais, tous les pères de tous les autres pays. Et il y en a qui osent dire quand même que ce n'est pas légitime et que ce ne sont pas, bien sûr, ce sont les ennemis, mais enfin bon, à tel point être autiste et ne pas voir la vérité et la réalité, c'est quand même assez surprenant. Donc, j'arrive dans ce pays où tout le monde chante et danse dans les rues et ils n'ont pas dormi pendant des semaines presque entières depuis cette réélection. Et puis hier, j'ai eu aussi la joie de participer j'étais à la télévision, effectivement, pour commenter et participer à cette grande cérémonie d'intronisation du président Bachar al-Assad qui était absolument grandiose. Grandiose non pas parce qu'il y a beaucoup de pompes et fracas, mais elle est grandiose parce elle se passait dans la grande salle du Palais du Peuple, hein, et il y avait des délégations en plus donc de l'Assemblée des députés, je dirais, de l'Assemblée du peuple. Il y avait des délégations d'un tas de tranches de métiers de la population syrienne, de métiers il y avait donc beaucoup de blessés qui étaient là. Il y avait des artistes, des chanteurs, des comédiens, des musiciens, il y avait des hommes comment dire, des hommes de religion, des responsables religieux, des responsables de tout, d'associations civiles, d'associations. Donc, il y avait un recueil, je dirais,
des plus larges masses représentatives du peuple syrien. Donc là, c'était vraiment aussi donc une très grande assemblée devant laquelle le président a prêté serment. Et d'un autre côté, il a suivi son sermon d'une allocution et d'un discours qui était largement pertinent, concis malgré le fait que ça a été pendant 1 heure, concis au niveau de ses propos, clair au niveau de ses concepts, où il a effectivement passé en revue les 10 dernières années. D'abord, les concepts fondateurs, je dirais, de notre résistance, qui sont les principes, les constantes nationales, les principes de la nation, le respect de la patrie, le respect du peuple, de l'armée et de la patrie, puis des principes en fait fondamentaux qui ont été avancés depuis le début de cette dizaine de feux, comme on peut dire. Ça fait 10 ans quand même qu'il y a eu la guerre contre la Syrie. Très Alors, avant bien. qu'on continue de parler du discours d'intronisation de Bachar al-Assad et de cette journée historique hier, puisque tu es passé par Beyrouth, est-ce que tu as senti que la joie de vivre est plus importante aujourd'hui à Damas qu'à Beyrouth, avec tous les problèmes que rencontrent les Libanais? Écoute, à Beyrouth, ça a été très très dur en fait parce que moi je suis arrivé, le taxi nous attendait à la porte de l'aéroport. D'abord, ils nous ont obligés à faire un deuxième PCR avec obligation de leur donner un numéro de téléphone sur lequel il y a WhatsApp pour qu'ils nous envoient les résultats que je n'ai toujours pas reçus d'ailleurs. Donc, on a fait un PCR comme ça à la volée et puis je suis sorti, la voiture nous attendait dehors. Et c'est vrai que l'atmosphère était très, très tendue au Liban. Le chauffeur était très énervé. On est parti directement. Bon, puis à chaque fois, on faisait demi-tour, etc. Il dit, ah là là, cette route est fermée, on passe par une autre, cette route. Donc, en fait, c'était très, très éprouvant, sachant que nous, moi, j'étais sortie quand même, j'avais quitté à 10 heures du matin mon domicile, bien que mon avion était à 2h moins 20 dans l'après-midi. Et j'étais arrivée donc à Beyrouth à 7h30 du soir. Donc, il faisait déjà nuit et ça nous faisait déjà plusieurs heures une bonne journée de voyage. Et donc, fatigue et tension. Et là, on arrive dans une tension et un énervement général. Bon, on a sillonné pas mal de routes. Heureusement que le chauffeur qui nous a pris connaissait bien les routes alternatives au Liban. Donc, c'était très, très électrique, je peux dire, la Mhm, situation. mhm. Et jusqu'au moment où je suis arrivé aux frontières syriennes. Et là, franchement, ouf, on a changé de voiture aux frontières syriennes. Et là, j'ai senti, comment dire, une sorte de repos général à la fois au niveau de mon corps, au niveau des faciès des gens, etc. Même le chauffeur qui est venu nous amener, en le regardant, tu sens la paix intérieure, quoi, franchement. Et, et, euh, et puis, bon, les soldats aux frontières, ils étaient adorables, bienvenus. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué du voyage, etc. Je veux dire, déjà, ça te met le baume au cœur. Et puis là, je suis senti vraiment chez moi. Je me suis senti chez moi immédiatement. Et voilà. Donc, on a continué le chemin et je suis arrivé à Damas et ça grouillait de vie, bien que c'était à minuit quand je suis arrivé à Damas. Donc, mhm. les gens étaient dans les rues, les magasins ouverts, donc le falafel, la glace, le shawarma, celui qui fait la brûlerie comment dire, des noisettes, des noix, etc. Comment on appelle ça. Bon, donc vraiment, c'est tout autre chose. À tel point d'ailleurs, je négociais avec
le chauffeur, si je ne peux pas monter mes étages parce que j'habite au troisième étage sans ascenseur, et comme j'étais sortie de Paris avec ma canne, hein, j'étais pliée en deux avec une canne, et j'étais en train de négocier avec lui que si je ne pouvais pas monter mes étages, il pouvait m'amener à un hôtel où je peux passer ma nuit, et puis ou la nuit ou 2 nuits, le temps de reprendre un peu la forme et puis remonter. Et je me suis surprise moi-même, et lui aussi était surpris, c'est que j'ai réussi à monter mes étages sans problème et j'étais vraiment envahi d'une énergie supplémentaire. Et voilà. Et depuis Revigoré. d'ailleurs, ah oui, complètement. Depuis ce jour-là, d'ailleurs, ma canne est derrière la porte et je ne l'ai pas réutilisée. Alors je précise pour les Donc internautes, hein, même voilà, si la plupart le savent déjà, que le Liban est déstabilisé notamment par le FMI et par les États-Unis, qui ont engendré en fait une dévaluation de la monnaie qui est galopante et qui gêne beaucoup la vie économique et la vie de tous les jours des Libanais, dont l'unique but, on peut le dire, hein, d'éjecter le Hezbollah de la vie politique libanaise. Un tout à objectif qui n'est fait. pas du tout atteint pour l'instant. Alors je voulais Tout parler à juste... fait. C'est de l'ingérence totale et pas seulement, c'est pression et ingérence sur un pays souverain et indépendant. Mhm. Et donc, il faut dire que c'est pas seulement les États-Unis, c'est les États-Unis et tous les pays de l'OTAN, donc la France et l'Allemagne aussi faisant pression de la même manière et sur le peuple libanais et sur toutes les instances libanaises, empêchant aussi qu'il y ait la formation d'un gouvernement autre que celui qui éjecte le Hezbollah, sachant que Hezbollah a la majorité parlementaire quand même Mhm. au niveau du Parlement. Alors, Donc ils veulent un gouvernement sans la majorité parlementaire. Ces pays qui prétendent la démocratie, n'est-ce pas? Alors l'intronisation de Bachar al-Assad pour son nouveau mandat hier, c'est aussi un camouflet à toute la clique politique hein, d'Obama on peut dire à Hollande et à même Macron, hein, Depuis Sarkozy, depuis Sarkozy. Macron, Hollande, Tous ceux etc. qui annonçaient la chute, qui souhaitaient la chute de Bachar, bah, c'est un démenti flagrant de tous leurs efforts de guerre pour déstabiliser la Syrie et faire tomber Bachar al-Assad. Est-ce que tu peux commenter encore un petit peu à quel point tu juges cette journée historique? Alors, cette journée est historique parce que, effectivement, d'abord, elle vient couronner 10 années de guerre féroce, en fait, guerre internationale contre la Syrie, où 130 pays ont envoyé des terroristes. On parle maintenant de 400 000 terroristes, 450 000 terroristes qui ont été dépêchés de tous les pays du monde vers la Syrie, qui ont pour objectif justement non seulement de déstabiliser, mais euh, euh, de, de faire chuter le gouvernement syrien et transformer la Syrie comme en no man's land, je dirais, ou En état en failli, pays comme on dit, en état failli, mais oui, mais pas seulement, c'est-à-dire en non-état, en non en état et en fait. confetti En- en- Exactement. de petites principautés, quoi. L'objectif, c'est aussi, comment dire, Confessionnalisé, c'était... casser la Syrie, Oui, créer une guerre confessionnalisé. civile, confessionnelle, ethnique, etc., découper la Syrie plus qu'elle n'est découpée. L'objectif total, c'est en fait que ce soit le seul pays dans la région qui ait une présence, que ce soit Israël, et tous les autres complètement anéantis par des guerres intestines, confessionnelles, civiles, etc. Bien sûr, cet objectif n'a pas réussi, et ça, c'est une excellente chose. Donc, la Syrie sort de là victorieuse. La Syrie a sauvegardé le pays. Le président Assad est là. Et il est là encore plus, je dirais, plébiscité par la population, par un vote, comme je disais tout à l'heure, à 95,1% de 87% de votants, alors que c'est un score qui fait mourir d'envie, je dirais, tous ceux qui prétendent démocratie, etc.
qui sont élus maintenant par presque 10% ou 15% de la population, comme Macron ou Hollande avant, qui en fait critiquaient le président Assad. Ça d'une part, et puis d'autre part, le fait que nous arrivons maintenant à une nouvelle période, puisque le dernier mandat où la dernière élection a eu lieu en 2014 c'est la deuxième sous la guerre, en fait, la deuxième élection avec la guerre, et donc qui est une véritable victoire. En 2014, la Syrie était vraiment il y avait très peu de son territoire qui était sous le contrôle de l'État syrien. C'était presque à 30 ou 40%. Et aujourd'hui, la Syrie a recouvert pratiquement les 80% de son territoire sous son autorité. Il reste aujourd'hui la région d'Al Jazira qui est Hasakeh et toute la région est de l'Euphrate et la partie qui est occupée par les terroristes soutenus par la Turquie du côté d'Idlib, sachant qu'une grande partie du gouvernorat d'Idlib a été libérée en 2019, en fait, aussi bien au sud et une partie au nord, donc dans la partie qui entoure Alep, en fait. Parce Donc, il y a encore, effectivement, il y a encore différents, il y a j'en vois, encore. il y a encore, entre guillemets, donc les terroristes, je dis entre guillemets parce qu'ils sont quand même très soutenus par l'étranger. Il y a les FDS, donc les FDS, donc c'est ce qu'on appelle les forces kurdes, hein, par abus de langage. Il y a donc les Turcs qui ont aussi des militaires, clairement. Présents sur place, et puis il y a aussi des bases américaines, donc ça fait 4 entités différentes qui mangent, tout ça mis bout à bout, ça fait à peu près 20% du territoire, hein, tu disais. Voilà, tout à fait. Alors, il y a aussi la base américaine d'Al-Tanf, en Mhm. fait, qui est dans l'est de la Syrie aussi, sud-est de la Syrie, qui est cette base américaine. Alors là-dessus, je voudrais juste repréciser un petit peu par rapport à ce que tu as dit, Raphaël, c'est que effectivement, les terroristes qui sont à Idlib sont entièrement soutenus par les Turcs, voire même ce qui est appelé l'armée syrienne libre, entre guillemets, n'est rien d'autre que l'armée turque, en fait, avec un autre drapeau. Et puis, il y a Tahrir al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, ce sont des terroristes d'Al-Qaïda qui sont dirigés, soutenus, armés et sous ordre turc à 100%. Et turc et OTAN, hein, c'est pas seulement la Turquie, c'est-à-dire c'est la Turquie, les États-Unis, la France, l'Angleterre et le Mossad. Donc il faut le savoir. À l'est, du côté de Hasakeh, c'est les États-Unis. Dans le nord, c'est la Turquie aussi. Et puis, tu as bien fait de signaler les FDS et les forces dites démocratiques, dites syriennes, qui ne sont ni démocratiques ni syriennes, qu'on appelle abusivement kurdes aussi, mais qui sont aussi, pas seulement des Kurdes, hein, la direction est kurde et c'est une direction qui n'est pas syrienne. Donc, bon, il y a une partie qui est syrienne, bien entendu, hein, mais qui, à chaque fois, ils ont collaboré avec les Américains. Les Américains continuent donc à les soutenir, à leur amener des armes. Maintenant, même récemment, il y a eu des chars et des blindés qui ont été transférés par le Turkestan irakien, en fait, par le nord, et qui passent donc, qui sont passés. Il y a eu plus de 75 grands véhicules qui ont transporté donc comment dire, des chars, des blindés, des munitions, etc. À FDS, et puis les mêmes repartent avec le grain qu'ils volent aux paysans syriens et à toute la Syrie, à toute cette région. Toutes sortes de céréales, sachant que cette région, Al Jazeera, c'est vraiment le panier de grains, je dirais, alimentaire de la Syrie. Et plus le fait que des citernes américains aussi viennent tous les jours
tous les jours, ils viennent piller le pétrole et le gaz syrien du champ Al-Omar et Conoco. Mhm. Alors c'est toujours très difficile de faire de la prospective en géopolitique, mais est-ce que tu imagines que les prochaines élections donc en 2028, si je me trompe pas, parce que c'est tous les 7 ans, sauf révision de la Constitution, Oui, est-ce que tu penses que la Syrie sera débarrassée de ces 4 entités, ou est-ce que tu penses qu'il y en a peut-être une ou deux qui va encore coller au Basque? à mon avis, c'est imminent et c'est rapide. D'accord. Car maintenant, les soulèvements populaires ont commencé à prendre une grande intensité, d'une part dans ces régions, notamment à l'Est. Donc, aussi bien, et il y a une véritable grande coordination et une détermination à la fois des forces populaires syriennes pour chasser les Américains, mais aussi en coordination avec les forces populaires de l'Hashd al-Sha'bi irakien. Ces D'accord. derniers temps, il y a eu plusieurs missiles qui ont touché les bases américaines qui sont autour du champ pétrolier Al-Omar, qui ont attaqué ce champ pétrolier, en fait, la base américaine qui est là. Et une autre attaque aussi sur la base américaine qui est du côté proche de l'aéroport de Erbil et une autre attaque aussi à Bagdad, aussi de Ain al-Omar, Ain al-Assad, la base d'Ain al-Assad. Donc il y a une accentuation des attaques et en fait il y a des journées entières où il y a presque une attaque toutes les demi-heures ou toutes les heures contre les forces américaines et contre leurs sbires en fait et tous les valets. Alors Mhm. justement, si je reviens au discours du président Assad qui a suivi le sermon qui a Mhm. été tenu hier, justement dans ce discours, il parle de la perspective d'avenir, effectivement, que la nécessité de libérer, et pas seulement la nécessité, mais qu'on va un appel réel à libérer l'ensemble de ces territoires, et ça sera fait. Un appel en fait, c'est pas un appel, mais en fait, c'est une sorte de feuille de route, je dirais, qui a été annoncée hier. D'une part, d'abord, il a commencé par l'analyse des problèmes, justement, le fait que qu'est-ce qui nous a amené là? Par quel biais ceux qui voulaient attaquer notre pays, ils se sont insinués dans nos esprits, dans nos têtes, comment ils ont inversé les concepts, comment ils ont neutralisé les concepts de patriotisme, d'appartenance, comment ils ont ridiculisé le concept de l'arabité, de l'appartenance à l'arabité, en disant que de toute façon, en faisant valoir les spécificités qui ne sont rien d'autre qu'un enrichissement de cette entité globale qui est l'arabité, mais ils ont fait fructifier les concepts partiaux, je dirais, et particuliers et spécifiques, que ce soit de confessions différentes, que ce soit d'origines différentes, que ce soit de ceci, de cela, dans l'esprit de diviser le peuple. Et il a fait hommage au peuple syrien quand même, qui a résisté à tout ça malgré Et qui tout, a et payé qui le a prix lourd. montré, Et qui a payé le prix oui, lourd, parce qu'entre les civils qui ont souffert des combats et puis tous les jeunes conscrits, tous les jeunes qui soient volontaires ou qui soient appelés, absolument. moi j'ai visité l'hôpital de Damas, moi, des blessés de guerre, je m'en rappelle encore, je m'en rappellerai toute ma vie. Oui. Il n'y a pas de mots pour décrire en fait. Il y en a des dizaines de milliers, Mm, pour pas dire des millions, en fait. Effectivement, le prix est très lourd, mais le prix de la résistance est toujours moins lourd que le prix de la comment dire, défaite, de la défaite, et puis surtout de plier devant l'ennemi. C'est d'abdiquer, ça le bien truc, sûr. c'est d'abdiquer. Donc, ça, c'est très vrai. Il a donc rendu hommage à tous les blessés et à tout le peuple syrien qui a résisté. En fait, par sa vigilance et par son appartenance, il a résisté à ces grands, en fait,
fauteurs de troubles, mais qui se sont insinués par tout un tas de moyens, que ce soit par l'Internet, par les réseaux sociaux, des bruits qui courent. Donc, il a parlé de cette guerre psychologique, de cette guerre médiatique, de cette guerre, et surtout de cette guerre psychologique qui matraquait tout le temps en disant que de toute façon, vous êtes faible, votre pouvoir va tomber dans 2 minutes, va tomber dans 2 heures, va tomber dans 2 semaines, etc. Donc, c'était une véritable guerre psychologique battante et au niveau des concepts à laquelle le peuple syrien a résisté. Et donc, effectivement, le président Assad a rendu hommage à toutes les catégories de la population qui ont résisté par leur travail, par leur détermination, en continuant à mener leur travail avec beaucoup d'ardeur, en fait, pour continuer. Et c'est ça qui fait que nous avons résisté. Et là, il dit, effectivement, la guerre n'est pas finie. Bien sûr, on subit aujourd'hui une nouvelle étape, une grande étape de cette guerre, qui est la guerre par l'embargo. Et donc, on a des difficultés, c'est certain. Il y a de grandes difficultés, mais le peuple syrien a énormément d'atouts, il a énormément de volonté, et il n'y a pas de problème sans solution. Il suffit que chacun de nous se dise que on va faire et on va agir. Alors justement, un des atouts du peuple syrien et de l'État syrien, enfin du pays syrien, on va dire plutôt, c'est justement il importait relativement peu, il produisait une assez grande diversité de produits, hein. Il y avait pas mal d'usines, que ce soit pour du vêtement ou autre, même la nourriture, la Syrie produit la nourriture, que ce soit pour les matières premières ou que ce soit pour les produits raffinés. Il ne faut pas oublier non plus dans cette guerre économique l'importance des alliés comme la Russie et la Chine. Et dans ce contexte-là, je voulais qu'on embraye sur la visite du ministre des Affaires étrangères chinois qui a eu lieu très récemment et qui montre à quel point la Syrie n'est pas isolée. Et c'est aussi, je pense, une des clés de la situation actuelle qui est en route vers la victoire, on peut dire. Merci Raphaël d'avoir rappelé effectivement que la Syrie avait beaucoup d'atouts. Je voudrais juste en 2 mots aussi dire quelle était la situation. La Syrie avait 0 dette. Elle produisait, elle mangeait ce qu'elle produisait, elle s'habillait de ce qu'elle produisait. Nous arrivions on était dans une autosuffisance totale en toutes les matières, y compris en médicaments. Nous arrivions à exporter à 51 pays différents, en fait. Donc, ça, c'est en 2010 déjà. Et la Syrie accusait un développement annuel entre 2000 et 2010 de 6 à 7% sur le plan économique, alors que l'Occident se débattait dans ses crises économiques et politiques, je dirais, de 2000, notamment la crise de 2008. La Syrie n'a rien ressenti. Au contraire, en 2008, la Syrie s'est développée aussi 7%, 7,8% sur le plan économique. Et en fait, c'est ça qui dérangeait et c'est ça une des raisons pour laquelle la Syrie a été attaquée et combattue. Maintenant, effectivement, aussi dans son discours, le président Assad a parlé aussi de l'importance et a remercié les pays amis, l'Iran, la Russie, la Chine, qui ont soutenu l'effort de guerre syrien, qui ont soutenu la Syrie sur le plan politique aussi, dans cette guerre au niveau des instances internationales face aux mensonges, face aux sanctions, face aux terroristes. Je tiens à dire encore que même hier, nos amis russes dénonçaient le fait qu'il y a encore une simulation d'attaque chimique qui est faite par les casques blancs à nouveau pour faire attaquer pour la mettre sur le dos de l'État syrien.
que de toute façon, donc, c'est l'aide aussi de ces pays au niveau économique pour pouvoir tenir bon face à la crise, face à cet embargo. Et de ce fait aussi, hier, il y avait donc, et ce n'est pas un hasard, que le ministre chinois des Affaires étrangères arrivait à Damas juste après le sermon pour que la Chine soit le premier pays qui félicite en fait le président syrien pour sa réélection et pour le renforcement de sa légitimité au niveau représentation populaire, je dirais, avec ce score, alors que bien sûr, on sait que les pays occidentaux, non seulement ils ont empêché les élections, mais aussi ils n'ont pas arrêté de dire que ces élections ne sont pas légitimes, etc., etc. Donc, l'Occident, OTAN et l'Occident atlantiste, je dirais, continue dans sa lignée d'agression, en fait, médiatique, hein, et alors que nos amis viennent effectivement et viennent nous soutenir. Donc, hier après-midi, donc juste après le discours et le serment, le président Assad a rencontré le ministre des Affaires étrangères chinois, qui était là avec une grande délégation de spécialistes différents. Ils ont non seulement signé des contrats, etc., mais ils ont décidé aussi de lancer un certain nombre d'opérations très, très importantes, hein, d'opérations de travaux, je dirais, donc de contrats très importants qui agiraient immédiatement sur la vie de la population. Parce que le ministre chinois, comme le président Assad, disait que de toute façon, il est important que la vie de la population s'améliore et qu'on y prêtera particulièrement attention dans la phase à venir. Le président Assad a aussi, dans son discours, fait état de la reconstruction. Il a parlé des unités de production et qu'il y en avait pratiquement 3000 qui ont redémarré au niveau des usines moyennes et petites, grandes et moyennes et petites qui ont redémarré, et sans parler des très petites entreprises et très petites affaires qui redémarrent. Donc, ce qui explique aussi la faiblesse, je dirais, du courant électrique pour les consommateurs ordinaires comme nous, parce qu'il y a priorité effectivement au secteur de production. Il a aussi parlé de la nécessité de mettre en place une innovation totale au niveau de la production électrique, au niveau de la production donc solaire, il y a la région de Adra, al Mali, il y a un grand chantier de production électrique par le soleil, par l'énergie solaire. Donc, il a aussi appelé l'ensemble des savants et des Syriens et des scientifiques syriens expatriés déjà ou qui sont dans le pays à se mobiliser justement pour libérer leur initiative et proposer des projets d'innovation importants. Il a fait appel encore une fois à tous ceux qui sont encore dévoyés par les forces extérieures et tous ceux qui pensent ou qui pensaient que le pouvoir allait tomber et qu'ils allaient être mieux dans les bras des Américains et des Français. Il a dit vous êtes en train d'être utilisés par notre ennemi contre votre pays. Alors réveillez-vous et nous sommes là pour vous accueillir. Il est important que vous retourniez dans les bras de la patrie.
Et ça, c'est vraiment, je dirais, c'est pas la première fois, mais il y a eu à plusieurs reprises, tu le sais, on en avait parlé à plusieurs reprises, des amnisties absolument impressionnantes, en fait, pour ramener les gens qui étaient dévoyés de la population et qui étaient sous l'effet de la propagande américaine, occidentale, etc., pour revenir dans le giron de la patrie. Ben là, il a encore renouvelé et toutes ces amnisties peuvent profiter à ces gens qui ont encore le temps. Et je pense à FDS, aux gens des forces dites démocratiques, dites syriennes. En tout cas, les Syriens parmi eux, je pense que c'était eux qui étaient pratiquement aussi visés par cet appel, Tout en sachant qu'il y en a en certains qui ont disant, été, il y en a certains qui ont été en relais de force aussi, hein. C'est pas oui, tous. Je précise juste deux trois points. Donc il y a eu un appel d'une soixantaine de pays dans le monde à un respect du droit international. C'était un appel qui a été fait à l'ONU il y a une dizaine de jours. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Et parmi les pays qui appellent à respecter le droit international, eh bien, ça va pas surprendre les internautes qui nous suivent. Il y a la Syrie, il y a la Russie, il y a la Chine. Et les grands absents, bien sûr, sont les États-Unis, la France et tous leurs alliés. On va mentionner également le décès de Ahmad Djibril, un grand leader palestinien du FPLP. Et est-ce que tu peux nous en dire deux mots, puisque la connexion là est revenue un peu, je crois. oui, c'est un grand dirigeant de la cause palestinienne qui n'a jamais dévié. C'est un membre fondateur du FPLP, commandement général. Il a été un combattant depuis le début, toute sa vie. Il a été un combattant pour la cause palestinienne. Pour la cause palestinienne, il n'a jamais cru ni à Oslo ni à toutes les possibilités d'avoir quelque chose par la négociation avec Israël. Donc, il a toujours été très fidèle à la lutte armée. Il y a eu même son fils qui a été un martyr de la cause palestinienne. Et là, son deuxième fils, je crois, qui a été aussi nommé hier à la tête du commandement général FPLP à sa place, parce que ce sont vraiment des militants et des stratèges hors pair. Donc, c'est une grande perte pour la cause palestinienne. Il a eu des obsèques absolument impressionnantes. Il a été enterré dans le camp Ali Yarmouk aux côtés des autres martyrs palestiniens, donc dans ce camp. Là, c'est un point important aussi dans cette phase où la cause palestinienne reprend beaucoup le dessus et que les victoires syriennes et la présence, le renforcement de l'axe de la résistance ont permis de renforcer justement aussi la résistance palestinienne. On peut dire que les victoires de Saif al-Quds, l'opération Saif al-Quds récemment, a été très importante. Les agressions israéliennes continuent, mais la résistance palestinienne et de la totalité de l'axe de la résistance continue aussi et enregistre des victoires et mettent aussi je dirais, mettent en garde toutes les forces d'agression, surtout les forces israéliennes. Qui d'ailleurs à l'intérieur du pays, il faut le dire aussi, s'effondre donc de plus en plus. Alors on parlera plus longuement de la Palestine lors de notre prochain site rep. C'est vrai que l'actualité en Syrie était chargée, puis c'était important aussi que tu nous donnes tes impressions en tant que citoyenne franco-syrienne du fait que tu sois retournée au pays et que tu aies pu comme ça faire prendre la température, comme on dit. Donc, absolument. Merci beaucoup pour ton témoignage. À la fin, je voudrais dire quand même un mot à tous mes compatriotes français aussi qui subissent ces histoires d'imposition du vaccin à tout le monde. Je dis tenez bon, résistez. Je pense qu'il y a une résistance qui s'organise, qui se prépare. Cette dictature sanitaire, elle n'est pas fortuite, elle a des objectifs aussi. Donc, je vous salue et puis je vous dis courage et je suis de tout cœur avec vous. Merci beaucoup Aïssar, merci pour ton témoignage et merci pour tes analyses. Et je te dis, je l'espère, à dans 2 semaines. Ok, à dans 2 semaines. À bientôt. À bientôt.
bienvenue.